Les États-Unis d'Amérique vont quitter l'ONU. Choquant, bouleversant, incroyable. Ensuite, on va partir en Afrique du Sud, où le roi des Zoulous veut épouser une troisième femme et sa première femme n'est pas d'accord. Alors, il y aura un divorce. Je pense qu'il est très important de suivre cette histoire. Beaucoup de choses à apprendre. En Inde, on crée un AI ou AI, ça dépend comment vous dites ça. Non, on dit AI, Artificial Intelligence, qui a pour objectif de changer l'accent des Indiens à un accent anglais. Ceci aussi est valide pour ceux qui ne parlent pas très bien français. Donc, intéressant ou pas, on va essayer de voir là-dessus. Salut à tous, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. On est là aux États-Unis d'Amérique. Les Américains veulent quitter l'Organisation des Nations Unies. Choquant et bouleversant. Pourquoi? Parce qu'ils étaient pionniers, parmi les fondateurs et initiateurs de cette organisation grandiose, ou au moins autrefois grandiose. Aujourd'hui, un sénateur américain, Mike Lee, a introduit un projet intitulé « Retrait complet des États-Unis de la loi des Nations Unies 2025 ». Incroyable, n'est-ce pas? Alors, quel est l'objectif de cette législation? Elle vise principalement à mettre fin à l'adhésion des États-Unis d'Amérique à l'ONU et ses agences affiliées. I've always felt that the UN has tremendous potential. It's not living up to that potential right now. It really isn't, hasn't for a long time. It has, there are great hopes for it, but it's not being well run, to be honest, and they're not doing the job. A lot of these conflicts that we're working on should be settled, or at least we should have some help in settling them. We never seem to get help. Donc, c'est la fin. Les États-Unis d'Amérique ne veulent plus faire partie de l'ONU. Vous savez, l'ONU a commencé juste après la Deuxième Guerre mondiale. Et après la victoire des Alliés contre Hitler, les États-Unis et l'Angleterre s'étaient établis comme les deux nations les plus puissantes. On ne va pas ne pas compter la Russie qui a joué un rôle très important. Ensuite, on a rajouté la France et la Chine, qui aujourd'hui forment les 5 pays qui ont le droit de veto. Et ce droit de veto, c'est simplement la possibilité d'un pays de pouvoir faire un choix sur toute autre nation négligée. C'est aussi simple que ça. Alors, les Américains ne veulent plus faire partie de l'ONU. Pourquoi? Les législateurs américains affirment que l'ONU ne sert pas les intérêts américains. Et avec le temps, elle est devenue une plateforme d'attaque contre les États-Unis et Israël. Donc, les Nations Unies ne servent plus à rien aux États-Unis parce que vous ne soutenez plus les besoins, les politiques étrangères des États-Unis d'Amérique. Les Nations Unies aujourd'hui est servi comme un microphone contre les États-Unis d'Amérique et Israël. Et c'est la raison pour laquelle ils ne veulent plus faire partie de cette organisation. Deuxièmement, les sénateurs critiquent également l'ONU pour sa corruption et son inefficacité. Ils soulignent des problèmes tels que la partialité perçue contre Israël. Donc pour eux, Israël, il n'a rien fait de mal, il faut arrêter de vous attaquer à Israël. Et d'autres problèmes qu'ils perçoivent comme allant à l'encontre des intérêts américains. Donc, si on comprend bien, les États-Unis aimaient les Nations Unies quand les Nations Unies soutenaient tout ce qui était américain. Avant leur attaque sur l'Irak, et que les Nations Unies n'ont pas tout à fait donné son accord, c'est à partir de là qu'ils ont jugé que les Nations Unies ne soutenaient plus les intérêts des Américains. Ceci, évidemment, d'après eux, s'aligne dans une approche politique étrangère de l'Amérique d'abord. Amérique d'abord, Make America Great. L'objectif, c'est de remplir d'abord un soutien pour les pays qui sont là pour les États-Unis. Ceux qui ne soutiennent pas la politique étrangère américaine sont en effet des ennemis et ne méritent pas l'attention, les finances, la participation américaine. Pourquoi est-ce un danger? Parce que les Nations Unies reçoivent le plus clair de leur argent venant des États-Unis d'Amérique. Comment est-ce que les Nations Unies sont financées? Ils sont financés par participation. Chaque pays participant est contributeur d'une façon à une autre, selon ses avoirs. Les États-Unis, étant le pays avec le plus grand PIB, participent à hauteur de 16 milliards de dollars, au moins, à la moitié de chaque année. Et c'est beaucoup d'argent. Alors, en quittant les Nations Unies, ils quitteraient aussi l'Organisation mondiale de la santé. Donc avec ça, tout ce qu'il y a comme UNICEF, PNUD, PAM, OMS, tout ça va souffrir. Alors pourquoi les Nations Unies ont été créées? Les Nations Unies ont été créées pour éviter une nouvelle guerre mondiale. C'était ça, principalement. Il fallait prévenir une autre guerre mondiale. Il fallait maintenir la paix et la sécurité internationale. Il fallait défendre le droit des hommes. Alors la question qu'on se pose ici, ont-ils pu maintenir une vie contre une guerre mondiale? Voilà, avec ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, probablement pas. Avec tout l'argent que tous ces pays européens financent, tout le soutien qu'ils donnent aux Ukrainiens, en tout cas dans l'objectif de bombarder à l'intérieur de Moscou, ça ne nous mène pas vers le contraire d'une guerre mondiale. Sont-ils vraiment en train de maintenir la paix dans le monde et créer la sécurité internationale? Bon, dans certains endroits, oui. Dans d'autres endroits, non. Donc, les Nations Unies, jusque-là, a failli à sa mission. Et comme le disait Robert Mugabe avant sa mort,
Les Nations Unies a été créé pour amadouer notre pays. But the bosses in the Security Council say you shall never have the powers that we have as permanent members. C'est une organisation qui est là pour soutenir les intérêts des Américains, alors les intérêts des Africains ne sont pas soutenus. Imaginez-vous, en 2025, il n'y a toujours pas de représentation africaine ayant le droit de veto. C'est malade. On parle d'une Nations Unies basée sur l'égalité. Les Africains n'ont pas droit au droit de veto. C'est inexplicable. Alors, d'après vous, pensez-vous que les Nations Unies ont réussi leur coup? Parce qu'ici, si les Américains sont fâchés, c'est simplement parce que récemment, on a demandé aux Africains de voter contre la Russie. Mais les Africains ne l'ont pas fait. Ils sont tous tournés vers la Russie. Et bon, manifestement, si vous recevez de l'argent venant d'une personne, d'une entité, il est de votre intérêt de soutenir sa politique étrangère. Si vous ne le faites pas, dans ce cas, il n'y a absolument aucune raison pour cette personne de continuer à vous donner ce qu'elle vous donne depuis longtemps. Alors, ont-ils raison ou tort de le faire? Les Nations Unies sont censées être basées sur l'égalité souveraine. Tous les États ont des droits et obligatoires égaux, mais ce n'est pas le cas, nous le savons. Et maintenant, nous partons en Afrique du Sud. En Afrique du Sud, les amis, le roi des Zoulous traverse un moment difficile. Il veut divorcer et sa première épouse n'est pas facile du tout. Bon, d'abord, pour contexte, il faut comprendre qu'en Afrique du Sud, il y a plusieurs tribus. Chaque Africain du Sud noir n'est pas essentiellement Zoulou. Les Sud-Africains ont plusieurs tribus. Il y a principalement 11 langues nationales. Il y a les Zoulous, les Xhosa, les Tswana, les Pedi, les Ndebele, les Venda, les Tsonga et tout ça. Donc il y en a beaucoup. Tous les Noirs sud-africains ne sont pas essentiellement Zoulous. Et on comprend naturellement que vous connaissiez les Sud-Africains principalement à travers l'histoire du grand Chaka Zoulou. Mais tous les Sud-Africains ne sont pas Zoulous. Bien que les Zoulous soient peut-être la tribu la plus populaire. La tribu la plus populaire ou la plus nombreuse. Alors qu'est-ce qui se passe avec le roi? Le roi veut divorcer. Pourquoi le roi veut divorcer? La première femme ne veut pas que le roi prenne une troisième femme. Vous vous posez la question, comment ça se fait que la première femme ne veuille pas que le roi prenne une troisième femme? Parce que la première femme, évidemment, c'est une femme que le roi a épousée avant que le roi ne devienne roi. Avant sa succession à son père. Entre parenthèses. Évidemment, quand vous prenez une femme que vous rencontrez avant de vous faire de l'argent, écoutez, la niaque de vous dire, écoute, il ne faut pas même parler comme ça parce qu'elle te connaît. C'est différent des femmes que vous rencontrez quand vous avez déjà le pouvoir et l'onction. Quand vous n'en avez pas, cette femme se sent toujours en position de force. Elle est à mesure de te remettre ta place parce qu'elle était là. Et très souvent, on n'a pas le courage de lui dire n'importe quoi parce qu'on sait qu'elle a été là quand tu n'avais encore absolument rien. Maintenant, il y a une professeure Zoulou, Gougou Mazibuko, qui est très déçue du fait que le roi soit parti à la justice pour chercher un verdict. Elle est experte culturelle à l'université de Johannesburg. Elle a déclaré que dans la culture Zoulou, il n'y a pas de divorce. On est censé chasser sa femme. C'est-à-dire, si vous n'aimez plus la femme, vous la chassez. Quels sont là? Waouh! Elle est chouette, cette femme. How it is taking place, it is also, creating some unrest, even amongst the Zulu people. Yes, people are divorcing. The statistics are testimony to that because the numbers are very high for divorces. But how it is taking place, it is something that is destroying the image of the king as well as the image of the nation. Mais elle dit aussi, si le mariage échoue, la femme vivra toujours dans la propriété du roi. Elle aura son propre espace et n'aura pas de relation avec le roi. Mais elle et ses enfants seront bien pris en charge. Alors, pourquoi ils ont divorcé? Ils ont divorcé parce que le roi veut prendre une troisième femme. Et les gens se posent la question de savoir, est-ce la troisième femme qui dérange? En effet, la première femme a écrit au tribunal disant, le roi ne peut pas se permettre de prendre une troisième femme. Parce qu'en prenant une troisième femme, il serait en train de briser la loi. Elle dit le roi commettrait le délit de bigamie sans d'abord convertir leur mariage civil en mariage traditionnel. Bon, comprenez une chose, en Afrique du Sud, il y a plusieurs types de mariages. Il y a un mariage civil, il y a un mariage culturel, il y a un mariage religieux, il y a plusieurs types de mariages. Quand vous vous mariez en tant que mariage civil, la constitution sud-africaine vous autorise à épouser un seul partenaire. Donc c'est le mariage que vous connaissez certainement. Le mariage traditionnel, par contre, vous donne une porte ouverte à la polygamie. Donc, ceux qui veulent se marier du genre multiple, le mariage culturel, c'est là où on reçoit le dot. Le dot est seulement payé dans le mariage culturel. Maintenant, le roi actuel et sa femme s'étaient mariés d'abord dans le système civil. Donc, elle est en plein droit de dire, avant que tu n'épouses une autre femme, il te faudra changer le système de civil à système, changer le système civil à système traditionnel.
mais tu ne l'as pas fait. Comment veux-tu épouser une troisième femme? Bon, écoutez, la question est très simple. Une troisième femme, on ne parle pas d'une deuxième, mais d'une troisième femme. C'est-à-dire qu'il y a eu une deuxième, n'est-ce pas? Pourquoi elle n'a pas réagi quand il y avait une deuxième femme? Pour l'interrogation. Le juge a rejeté sa demande, disant qu'elle avait autorisé au roi d'épouser, puisqu'elle n'avait jamais fait de bruit quand le roi avait pris une seconde femme. Bon, ce qu'on comprend là, c'est que, bon, à un moment donné, certainement, peut-être que le roi a promis certaines choses de la première femme, il dit laisse-moi épouser la seconde, je ferai ABC. En fin de compte, le roi ne l'a pas fait. Et quand le roi essaie d'épouser une troisième, elle dit non, cette fois-là, au lieu d'être tiré dans les trucs là comme ça ne sera pas acceptable. Alors le roi, ça rigole pas les amis, quel genre de femme il épouse? La deuxième femme du roi s'appelle la reine Nosiwe Malukela, Nozizwe Mamulela. Alors qui est-elle? Elle est une dirigeante bancaire expérimentée des Swatini, avec une formation en droit. Elle a épousé Sa Majesté quelques mois après son couronnement. La deuxième épouse du roi a des très bons résultats académiques. Elle a occupé divers postes influents dans le secteur bancaire des Swatini. Sa mère était la première femme Swati à obtenir un doctorat et la première vice-présidente chancelière de l'université des Swatini. Donc le mariage de polygamie, ce n'est pas essentiellement pour les gens qui n'ont pas fait l'école. Pour ceux qui sont là, les Africains qui ont été moulés au fromage à Paris et à Toulouse. Les mariages traditionnels où l'homme a plusieurs femmes, c'est pas essentiellement des gens qui n'ont pas d'opportunité, qui sont pauvres. Toutes ces femmes ne sont pas pauvres, okay? Évidemment, elle n'est pas pauvre. Vous non plus, je pense que vous ne direz pas non à un roi qui vous prend pour deuxième épouse. C'est l'argent que vous aimez, il faut arrêter les bêtises. Bref, c'est ça. C'est pour dire, beaucoup vous diront que les mariages monogames sont des mariages réussis, les mariages polygames ont beaucoup de sorcellerie, c'est votre mariage polygame qui avait la sorcellerie. Ce n'est pas tout le monde mariage polygame qui a la sorcellerie. Votre mariage avait la sorcellerie, votre famille était sorcière. C'est votre famille qui était sorcière. Votre famille de polygamie était sorcière. Vous avez la sorcellerie. Non, ce n'est pas tout le monde, c'est vous. Dans votre famille, vous avez la sorcellerie. Voilà. Il y a des mariages monogames qui sont difficiles, qui ne réussissent pas. Il y a la peine, la douleur, la prière, la galère. Il y a des mariages polygames qui réussissent. Je pense qu'il est essentiel de respecter ça. Moi-même, j'ai grandi autour d'une famille polygame et c'était inspirant parce que, voilà, il y avait deux mamans, mais la première maman pouvait punir l'enfant de la deuxième maman. Mais tout le monde le regardait, personne ne disait rien. L'enfant va pleurer, mais non, c'est ta maman qui te punit. Et en fin de compte, les deux mamans étaient les meilleurs amis du monde. Les meilleurs amis du monde. Même l'Église leur a demandé, oh non, il faut vous séparer. L'Église dit à l'homme, il faut guérir tes femmes. Si tu veux aller au paradis. Le papa a dit, non, je ne le ferai pas. Celle qui a envie de partir peut partir. En fin de compte, plusieurs années plus tard, les personnes qui prêchaient à cette famille de se diviser, beaucoup parmi eux sont divorcés. Mais c'était des mariages monogames. Pendant que cette famille a évolué, ils ont vécu très bien. C'est pour vous dire que, voilà, il faut avoir un esprit ouvert. Ce n'est pas pour vous encourager dans la polygamie. Chacun est adulte et vacciné, il fait ce qu'il a envie de faire. Mais je pense qu'il est essentiel d'avoir une ouverture d'esprit et voir les choses pour ce qu'elles sont. La question qui se pose ici, la reine avait-elle le droit de s'opposer à ce mariage? Le roi a déclaré dans des documents judiciaires qu'il n'avait pas vécu comme mari et femme depuis au moins 1 an et que leur mariage était irrémédiablement rompu. Bon, c'est vrai, il y a des femmes qui sont très difficiles, hein, très têtues comme des rocs. Enfin bref, c'est pas pour dire que monsieur avait raison, c'est simplement pour dire qu'à un moment donné, ça devient irrémédiable. Et quand c'est irrémédiable, peut-être que la meilleure chose à faire, c'est de se séparer. Et maintenant, nous partons en Inde. Les amis, en Inde, les Indiens ont créé une intelligence artificielle capable de changer votre accent. Pour ceux-là qui aiment parler comme Mélenchon, finalement, votre temps est arrivé. On va varier votre accent au téléphone, sans difficulté, tout le bazar. Et pourquoi ils l'ont fait? C'est pour les call centers, les centres d'appel. Enfin, comment vous appelez ça en français? C'est call centers. En Inde, il y a beaucoup de call centers. Les call centers en Inde sont très importants pour les entreprises dans le monde. Donc, beaucoup d'entreprises dans le monde, y compris Sony, Samsung, iPhone et tout le bazar, ont des call centers en Inde. Pourquoi en Inde? Parce que, ils sont compétents. Secondo, parce que le main-d'œuvre coûte moins cher. C'est beaucoup plus abordable que de prendre un Américain ou un Anglais et l'embaucher pour le genre de boulot à 24 heures ou 16 heures de travail. Alors, les Indiens en profitent. Et en Inde, il y a au moins 350 000 call centers. 350 000, incroyable. Et voilà. Pour ceux qui parlent anglais, ils ont eu beaucoup de difficultés à discuter avec un agent de call center parlant anglais, mais venant de l'Inde, ce n'est pas facile. Pour ceux qui connaissent, moi j'ai eu cette expérience aux États-Unis à plusieurs reprises. Alors pour remédier à ça, ils ont créé un AI capable de changer ton accent complètement. Est-ce une bonne chose ou pas? Bon, pour les Indiens, c'est une bonne chose. Mais pour les voleurs, c'est aussi une très bonne chose. C'est dangereux pour ceux qui ne sont pas. On peut facilement, les Nigérians vont vraiment se regarder, changer leur voix en américain ou en
irlandais pour essayer de voler l'argent de quelqu'un. Oh, I'm a power right here. Il n'y a plus de Oga, my friend. Vous savez, facilement, quand on vous appelle, quelqu'un vous appelle, il dit, je vous appelle de l'Irlande. Et vous entendez quelqu'un dire, hey, my friend, how are you? Tu sais, justement, celui-là, c'est un voleur. Mais avec cette intelligence artificielle, cela deviendra très difficile à repérer. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, c'est toujours avec beaucoup de plaisir. Est-ce que vous jouerez le Jean-Luc Mélenchon avec les francolates? God bless.